Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui qu'on va faire ensemble s'intitule Problèmes économiques et sociaux. C'est un cours qui s'inscrit dans le cadre de la licence fondamentale sciences économiques et gestion, principalement au niveau de la deuxième année. C'est un cours qui constitue bien sûr une importance primordiale dans la mesure où il va traiter un ensemble de phénomènes et de problèmes dont souffrent l'économie et la société marocaine. Donc, on va essayer à travers ce cours d'analyser, traiter, trouver les différentes actions stratégiques pour résoudre ces problèmes. Bien sûr, ce sera une discussion partagée avec vous pour déterminer les causes de ces problèmes, les solutions qu'on peut envisager, et bien sûr, tout en prenant en considération l'évolution du contexte socio-économique actuel, ainsi que l'évolution de l'environnement aussi, parce qu'aujourd'hui, on remarque que l'environnement économique et social, elle est dominé par la pandémie de Covid-19. Donc, c'est l'occasion aussi pour voir qu'en est-il de ces problèmes dans le nouveau contexte et comment on va bien sûr faire face à ces problèmes, à l'ensemble de ces problèmes dans le cadre aussi de cette pandémie. Euh, Bien sûr, comme vous le savez, le Maroc souffre de plusieurs problèmes, pas aujourd'hui, mais depuis longtemps. Et ces problèmes, bien sûr, sont connus et que la majorité des gouvernements ont essayé d'analyser et de résoudre ces problèmes, ou bien au moins trouver quelques solutions pour réduire l'effet de ces problèmes sur l'économie et sur la société marocaine. Malgré les efforts, bien sûr, envisagés et depuis plusieurs années, ces problèmes persistent toujours et on peut même dire que ces problèmes s'aggravent de plus en plus avec le développement technologique, avec le développement économique, avec le développement surtout le développement et l'évolution de la société marocaine. Donc, euh, dans ce cours, on va essayer de voir les problèmes suivants, à savoir le premier problème, bien sûr, que vous connaissez tous et dont souffrent surtout les jeunes, et principalement les jeunes diplômés, à savoir le chômage. Hmm. Donc, on va essayer de voir quelles sont les causes de ce phénomène qui persiste toujours au Maroc, quelles sont les solutions les plus convenables dans le contexte actuel pour résoudre ce problème et qu'en est-il de chômage dans le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19. Un autre problème aussi dont souffre la société et l'économie marocaine, à savoir l'inflation. L'inflation, comme vous le savez, les Marocains souffrent de ce problème dans la mesure où tous les produits aujourd'hui connaissent une augmentation continue du prix et cette augmentation, bien sûr, elle est due à des causes économiques et sociales qu'on va essayer de les traiter, de les comprendre, de les analyser et pourquoi pas trouver les solutions les plus convenables pour résoudre ou bien atténuer les problèmes. D'autres problèmes dont souffre l'économie marocaine, c'est le problème de la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est un problème aussi qui est connu au niveau de la société marocaine. C'est un problème qui bloque l'évolution de la société et de l'économie marocaine. Et donc, ce problème, bien ce phénomène nécessite bien sûr une étude attentive, nécessite de comprendre d'abord ce problème, les origines de ce problème, les causes et les origines de ce problème, pour enfin envisager les solutions convenables ensemble. Un autre problème aussi que le Maroc essaie bien sûr de le résoudre, à savoir le développement.
Donc, comme vous le savez, le Maroc il est inscrit depuis longtemps dans un processus de développement de son économie. Et lorsqu'on dit l'économie, le développement industriel, le développement agricole, le développement technologique, le développement social. Donc, c'est un processus qui a démarré depuis plusieurs années. Et ce processus, il a donné des effets, bien sûr, positifs à la fois sur l'économie, sur la société marocaine. D'ailleurs, les progrès réalisés aujourd'hui, c'est le fruit des efforts entamés depuis longtemps. Mais malgré cela, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de stratégies à mettre en place et de les concrétiser sur le terrain pour atteindre les niveaux de développement escomptés. Donc, c'est l'occasion de comprendre ce problème de point de vue théorique et soulever quelques éléments pratiques de ce phénomène pour bien le comprendre et pourquoi participer avec des idées pour aider le Maroc à sortir de ce problème de ce développement. Dans un autre problème, ou bien un dernier problème qu'on va traiter ensemble, c'est le problème de secteur informel. Et qui dit secteur informel, dit secteur non organisé, non structuré, un secteur qui travaille dans le noir, un secteur qui a des avantages et des inconvénients, des avantages au niveau par exemple de l'emploi, mais il a des inconvénients sur l'État, principalement au niveau des recettes, au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire les recettes fiscales. Donc, ce secteur ne paye pas d'impôts, ou bien il paye une partie des impôts. Il a aussi un problème sur la société aussi, parce que dans la majorité des cas, ce secteur, bien sûr, participe à l'économie par la production des biens qui ne sont pas contrôlés, qui ne respectent pas les normes de qualité, les normes de sécurité, etc. Donc, il constitue aussi un danger pour la société. Donc, ce problème persiste toujours. Donc, on voit ce secteur, au lieu qu'il soit limité, il se développe rapidement, vu la persistance des autres problèmes, à savoir le chômage et la pauvreté. Donc, comme vous le voyez, l'ensemble de ces problèmes sont liés et ce sont des problèmes qui touchent à la fois le social et l'économique. Mais avant de traiter l'ensemble de ces problèmes, je vois qu'il y a un autre point très important qui nécessite des clarifications et qui nécessite des analyses aussi, parce que, à notre avis, il constitue l'une des causes de l'ensemble de ces problèmes, à savoir le revenu. Donc, on va commencer ce cours par des explications concernant le revenu. Donc, c'est quoi un revenu? Comment il est formé au Maroc? Comment il est réparti? Quels sont les types de revenus qui existent au Maroc? Qu'en est-il des revenus dans le secteur public? Qu'en est-il des revenus dans le secteur privé? Comment ils se forment? Comment ils sont contrôlés? Pour terminer, enfin, dans ce premier chapitre, avec l'impact de la variation du revenu sur les indicateurs macroéconomiques, à savoir le chômage, l'inflation, le développement, les exportations, les importations, et ainsi de suite. Donc, on va voir que le revenu peut être la cause principale de tous ces problèmes. Et donc, pour résoudre une grande partie de ces problèmes, peut-être il faut agir sur le revenu en premier lieu. Donc, on va traiter dans le premier chapitre le revenu. Alors, la première question qui va se poser, c'est quoi un revenu? Donc, une définition simple du revenu, on peut le définir comme le gain dont on peut se disposer en contrepartie d'un travail effectué ou d'un service fourni. Donc, c'est très simple. Donc, lorsqu'une personne exerce une activité, il reçoit une contrepartie sous forme de revenu. Mais cette activité, l'activité exercée, il peut être lié directement
à la production ou bien indirectement. Et lorsqu'on dit directement, ça veut dire que c'est un revenu qui est lié directement à l'activité productive, indirectement à travers l'investissement d'un capital. J'investis un capital dans un domaine déterminé, je reçois un revenu. Donc, je participe indirectement à la production. Mais en général, avant de détailler ce point, il existe deux types de revenus. Il y a les revenus primaires et les revenus secondaires. Donc, les revenus primaires sont liés soit directement à l'activité productive ou bien liés indirectement à cette activité. Les revenus secondaires, ce sont des revenus supplémentaires reçus par un salarié secondaire, c'est-à-dire en plus du revenu principal, par exemple les allocations familiales, les indemnités journalières de maladie, et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est des revenus primaires, j'ai dit, ce sont des revenus issus d'une contribution directe ou indirecte à la production. Et dans les revenus primaires, il y a deux types de revenus. Il y a les revenus de l'activité et les revenus de la propriété. Donc, il y a deux types de revenus primaires, les revenus de l'activité, les revenus de la propriété. Dans les revenus de l'activité, il y a deux types de revenus. Il y a les revenus de l'activité salariale et les revenus de l'activité non salariale. Alors, l'activité salariale, c'est une activité qu'on exercée par un salarié ou bien un fonctionnaire. Donc, lorsqu'il exerce cette activité, il reçoit un salaire. Bien sûr, le salaire, ça peut être un salaire mensuel, hebdomadaire, journalier, etc. Alors, les revenus de l'activité non salariale, c'est les revenus des professions libérales. Donc, comme vous le savez, dans la profession libérale, il y a les médecins, il y a les avocats, il y a les architectes, les experts comptables, etc. Donc, c'est dans le cadre de l'exercice de cette activité, on reçoit ce qu'on appelle, on ne reçoit pas un salaire, mais on reçoit des honoraires. Donc, c'est la contrepartie de l'activité exercée par ces professions. Deuxième type de revenu primaire, c'est les revenus de la propriété. Qui dit propriété? Deux types de propriété. On peut être propriétaire de deux choses, soit d'un bien immobilier ou bien un bien mobilier. Donc, il y a la propriété immobilière et la propriété mobilière. Alors, la propriété immobilière, c'est lorsqu'on se dispose d'un bien immobilier. Par exemple, un terrain, une ferme, un immeuble, une maison, un appartement, etc. Dans ce cas, on peut louer ce bien. En contrepartie, on reçoit le loyer. Donc, le loyer, c'est un revenu immobilier. Et il y a aussi la propriété des biens mobiliers. Donc, lorsqu'on est propriétaire d'un bien mobilier, on reçoit un revenu, ce qu'on appelle revenu mobilier. Donc, ce revenu mobilier correspond au revenu provenant de la possession d'un patrimoine financier. Patrimoine financier, par exemple, la détention d'actions, la détention d'obligations, les placements dans une banque. Donc, lorsqu'on détient une action, bien, on achète une action, donc on reçoit un revenu qu'on appelle dividende. Et comme vous le savez, lorsqu'on achète une action, on achète une part dans le capital de la société. Donc, on participe dans le capital de la société. Automatiquement, on reçoit un revenu qui constitue une participation dans le bénéfice de la société. Donc, on reçoit une part dans les bénéfices de la société. C'est ce qu'on appelle dividende.
Et le revenu tiré de la détention d'actions, c'est un revenu variable, suivant les bénéfices réalisés par la société. Un autre type de revenu immobilier, c'est le revenu issu de la détention d'obligations. On peut, au lieu d'acheter des actions, qui sont des titres émis par une société, on peut aussi acheter des obligations. À la différence des actions, les obligations constituent un prêt à la société. C'est un prêt. On prête la société une somme d'argent et on reçoit en contrepartie un intérêt. Donc les revenus issus de la détention d'obligations sont des revenus fixes. Ce sont des revenus fixés à l'avance parce qu'on reçoit, on sait d'avance l'intérêt reçu ou bien le gain reçu de l'achat des obligations. Mais lorsqu'on achète des obligations, on n'achète pas une part du capital et donc on n'est pas concerné par le capital, mais juste c'est un prêt à la société. Et bien sûr, ce prêt, il est rémunéré. C'est comme si on fait un placement dans une banque. On place de l'argent dans une banque et on reçoit pendant une période déterminée, bien sûr, et on reçoit comme rémunération un intérêt, bien sûr, pour la durée fixée. Donc, récapitulons, j'ai dit que dans le revenu primaire, il y a deux types de revenus. Il y a les revenus primaires et les revenus secondaires. Dans les revenus primaires, il y a les revenus de l'activité et les revenus de la propriété. Dans les revenus de l'activité, il y a les salaires et il y a les revenus non salariaux, tels que les honoraires. Alors que dans les revenus de la propriété, il y a le loyer, les dividendes et les intérêts. Donc on va essayer maintenant de détailler un petit peu la composition des revenus primaires. Donc, le revenu le plus dominant dans la répartition dans les revenus primaires, c'est le salaire. Donc, le salaire qui est, bien sûr, la rémunération versée par l'employeur au salarié en contrepartie du travail fourni, il est, comme j'ai dit au départ, il est soit mensuel, soit hebdomadaire, soit journalier, ça dépend de l'activité et ça dépend du secteur. Par exemple, dans l'industrie, en général, le salaire il est mensuel. Par contre, dans l'agriculture, le salaire c'est soit hebdomadaire, soit journalier. Donc ça dépend de l'activité et le secteur. Donc, dans le salaire, il y a deux types. Il y a le salaire brut et le salaire net. Donc, le salaire net, tout simplement, c'est le salaire brut moins les prélèvements, quelques prélèvements. Il y a les prélèvements de l'État sous forme d'impôts. Donc, l'État il doit prélever les impôts de ce salaire brut. Il y a les prélèvements des organismes sociaux, tels que la CNSS, l'assurance maladie, la caisse de retraite, et ainsi de suite. Donc, finalement, le salarié, ou bien le fonctionnaire, il reçoit le salaire net. C'est ce qu'on appelle le salaire disponible à lui. Vous allez se poser la question, comment se fixe le salaire et quelle est la différence entre le salaire dans le public et le salaire dans le privé? Quels sont les indicateurs et les variables qui interviennent dans la fixation de salaire, et ainsi de suite. Donc, en général, dans le secteur public, les salaires sont fixés par la loi, suivant le grade, suivant, bien sûr, le niveau, le diplôme, et bien sûr, suivant, bien sûr, le secteur, est-ce qu'il est
public? Est-ce qu'il est semi-public aussi? Parce que même au niveau de secteur public, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas publics à 100%. Donc, les salaires diffèrent suivant les secteurs, public, semi-public. Mais en général, ils sont fixés, rigés, contrôlés par la loi. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème se pose au niveau du privé. Parce que dans le privé, les salaires sont fixés par le marché. Par le marché, suivant l'offre et la demande de travail. En général, dans le privé, les employeurs, ils cherchent à minimiser le maximum possible les salaires, bien sûr pour minimiser les coûts et les charges. Par contre, les salariés, ils cherchent à augmenter le maximum possible le salaire pour faire face aux coûts de la vie. Bien sûr, dans le cadre de ces deux points de vue opposés, les employeurs ils cherchent à minimiser, les salariés cherchent à augmenter. Dans le cadre de ces deux points de vue opposés, on va atteindre, bien sûr, le salaire d'équilibre ou bien le salaire qui permet de satisfaire l'ensemble des partenaires. C'est le salaire d'équilibre et c'est le salaire, bien sûr, qui sera versé aux salariés. Mais la question qui se pose, quel est le rôle de l'État dans la fixation des salaires dans le privé? Donc, comme j'ai dit, au départ, l'État n'intervient pas dans les salaires fixés au niveau du privé, mais il intervient au niveau du salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC. Donc l'État, il fixe le SMIC, c'est-à-dire le SMIC, il est fixé par la loi. Et le salaire minimum, ou bien le SMIC, c'est le salaire plancher, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Bien sûr, l'objectif, c'est garantir une subsistance correcte et convenable à la classe sociale qui est pauvre et pour aussi limiter les déséquilibres au niveau de la société. Parce que comme vous le savez, dans la société marocaine, il y a des salaires qui sont trop élevés et des salaires qui sont trop faibles. Et donc, au moins, pour garantir le minimum de moyens de subsistance, on fixe un salaire minimum au-dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Donc l'État, il fixe le salaire minimum, le SMIC, et il veille au contrôle, bien sûr, du respect ou bien de respect de ce salaire par le privé. Actuellement, bien sûr, l'État, lorsqu'il fixe le SMIC, bien sûr, il doit suivre et contrôler le respect de ce salaire. Bien sûr, l'État, il dispose des contrôleurs de l'emploi ou bien des inspecteurs d'emploi qui font cette tâche, à savoir contrôler est-ce que l'employeur respecte le SMIC ou non. Et en général, ou bien au Maroc, actuellement, le SMIC il est fixé à presque 2000 et quelques dirhams, 2800 dirhams, presque plus ou moins. Mais malheureusement, ce SMIC, il n'est pas respecté à 100%, vu, bien sûr, les conditions de production dans certains secteurs de l'économie marocaine. Mais est-ce que le rôle de l'État s'arrête là? C'est-à-dire fixer un salaire minimum et faire le contrôle du respect de ce salaire et les tâches de l'État s'arrêtent? Non. Donc l'État, il doit suivre, bien sûr, il doit suivre l'évolution du niveau de vie de la société, bien sûr, en comparaison avec l'évolution de l'activité productive.
et surtout l'évolution du coût de la vie. Lorsque l'État voit que ce coût est en augmentation, donc l'État peut recourir à une révision de ce salaire minimum. De ce salaire minimum, voire bien sûr réviser l'ensemble des salaires. Et le SMIC au Maroc, il a connu une augmentation progressive ces dernières années, vu que le coût de la vie a connu une augmentation successive. Donc, en général, l'État, il cherche un système de progression des salaires suivant la situation économique dans le pays. En général, l'État, il cherche à adopter un mécanisme d'indexation des salaires sur les prix. Donc, au fur et à mesure que les prix augmentent pendant une certaine période, donc l'État peut recourir à une révision des salaires vers la hausse, bien sûr, vers l'augmentation. Et d'ailleurs, même dans le secteur public, nous avons remarqué qu'il y avait une augmentation ces dernières années parce que le coût de la vie a augmenté. Et bien sûr, la même chose au niveau de ce salaire minimum qui doit être, bien sûr, respecté. Voilà pour cette première séance. J'espère que vous avez bien compris le salaire et surtout les revenus primaires et dont le salaire qui constitue bien sûr la place la plus importante. Donc dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer d'analyser les autres composantes du revenu primaire. Merci. Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième séance de cours, nous allons continuer sur le chapitre sur le revenu. Donc, la dernière fois, nous avons dit que il y a deux types de revenus. Il y a les revenus primaires et les revenus secondaires. Les revenus primaires, ce sont des revenus issus d'une contribution directe ou indirecte à la production, à l'activité productive, direct à travers l'exercice d'une activité et indirect à travers l'investissement d'un capital dans l'activité, bien sûr, productive. Concernant les revenus secondaires, ce sont des revenus issus d'une redistribution des revenus mis en œuvre soit par l'État, soit par les organismes de sécurité sociale. Et au niveau des revenus primaires, nous avons dit qu'il y a deux types de revenus. Il y a les revenus de l'activité et les revenus de l'activité salariale et les revenus de l'activité non salariale. Salariale tels que, bien sûr, la rémunération d'un salarié et non salariale, par exemple, la rémunération d'une personne qui exerce dans le cadre d'une profession libérale. Il y a le deuxième type de revenu, c'est le revenu de la propriété. Et nous avons dit que dans ce cas, il y a soit la propriété immobilière ou bien la propriété mobilière. Immobilière, c'est les loyers gagnés à la suite de location de terrains, de terres agricoles, de bâtiments, maisons, etc. Et les revenus de la propriété mobilière, ce sont les revenus gagnés ou bien reçus à la suite de l'achat ou bien la détention d'actions, d'obligations, placement dans une banque, etc. Donc, dans le premier cas, c'est-à-dire la détention d'actions donne lieu à des dividendes, des revenus appelés dividendes. La détention d'obligations donne lieu à des revenus sous forme d'intérêts. Les placements dans des banques, la même chose, ils donnent lieu à des intérêts. Concernant les composantes des revenus primaires, si on veut les détailler et connaître bien sûr comment ils se composent, comment ils se déterminent, nous allons traiter les trois types de revenus primaires résumés dans trois types. Il y a
en général, il y a les salaires, il y a les intérêts, il y a le profit. Alors, concernant le salaire, bien sûr, nous avons dit que c'est un gain, bien c'est une rémunération soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit journalière, etc. Elle est fixée au niveau de l'État, du secteur public, elle est fixée par la loi. Au niveau du privé, elle est fixée par le marché à travers des négociations entre employeurs et employés. Et bien sûr, cette fixation au niveau du marché de travail, au niveau du secteur privé, il prend en considération plusieurs facteurs et plusieurs variables, telles que l'offre et la demande de travail, telles que la rareté de la spécialité demandée, le niveau de diplôme, l'expérience, etc., etc. Par contre, dans le secteur public, c'est le diplôme qui est considéré comme un facteur de détermination du niveau de salaire. Et nous avons aussi parlé du rôle de l'État dans la fixation de salaire, surtout dans le cadre du privé. Donc l'État n'intervient pas en général dans la fixation des salaires dans le privé, mais il intervient au niveau de la fixation, bien la détermination du salaire minimum, que doivent respecter les employeurs, bien sûr, c'est-à-dire au-dessous duquel aucun salarié ne peut être, bien sûr, ne peut être payé. Donc, ces employeurs doivent respecter ce salaire minimum. L'objectif, c'est d'assurer une subsistance correcte à la classe inférieure. C'est aussi un instrument à travers lequel l'État fait le pilotage, ce qu'on appelle le pilotage social et limiter les déséquilibres au niveau de la société. Donc, actuellement, le SMIC, il est presque 2800 dirhams, mais on espère toujours une augmentation de ce SMIC dans les années prochaines parce que l'État, il fixe ce SMIC suivant l'évolution du niveau du coût de la vie dans la société marocaine. Nous sommes très conscients qu'aujourd'hui, le coût de la vie dépasse énormément le niveau de salaire minimum au Maroc. 2800 dirhams, il me paraît insuffisant comme un salaire pour faire face à l'augmentation de la vie actuelle. Donc l'État, il cherche toujours à ce qu'on appelle faire l'indexation des salaires sur les prix. Donc il suit l'évolution des prix des biens et services sur le marché et cette évolution des prix, bien sûr, permet à l'État de revoir, bien sûr, ses salaires à la hausse. Et bien sûr, l'État est poussé aussi par les syndicats qui réclament toujours une augmentation de salaire minimum pour permettre à cette classe inférieure une vie normale et une vie à la hauteur. Donc, l'État est poussé par les syndicats, et les syndicats, bien sûr, ce sont les représentants des salariés dans le milieu de travail, et parmi ces rôles, c'est d'améliorer, bien sûr, les salaires et pousser l'État à réaliser des augmentations progressives des salaires suivant l'augmentation du coût de la vie, comme j'ai dit au début. Donc, les syndicats, ils représentent les salariés et ils défendent leurs intérêts auprès des employeurs. Et parmi les moyens de l'action syndicale pour atteindre leur objectif, à savoir l'augmentation de salaire, surtout l'augmentation de salaire, bien sûr, et l'amélioration des conditions de travail, et parmi les moyens d'action, il y a la grève. Donc, en général, les syndicats, ils rentrent dans des négociations avec l'État sur les problèmes dont vivent les salariés en général. Mais si l'État ne répond pas correctement ou bien rapidement aux réclamations des syndicats,
ces derniers peuvent bien sûr recourir à la grève qui est un arrêt du travail pendant une période déterminée. Mais en général, la grève, il débouche sur des négociations, il débouche à des accords entre les trois pouvoirs sociaux, à savoir les pouvoirs publics, les syndicats et les représentants du patronat. Donc, les syndicats, ils jouent un rôle très important dans la détermination des salaires, que ce soit surtout dans le privé. Mais les syndicats, ils défendent les intérêts, d'autres intérêts des salariés, à savoir, par exemple, la lutte contre l'exploitation des salariés, le fait de faire travailler les salariés plus que les heures normales, le fait de ne pas respecter le SMIC, etc. Ils défendent aussi les conditions de travail. Bien sûr, il faut que les entreprises ou bien les employeurs respectent les conditions de santé et de sécurité, les conditions de la qualité de vie au travail. Et les syndicats, bien sûr, ils luttent aussi contre le licenciement des salariés bien sûr, sans motif raisonnable. Au Maroc, il y a plusieurs organisations syndicales. Il y a les syndicats des ouvriers, il y a les syndicats des enseignants, les syndicats des étudiants. Et en contrepartie, au niveau des employeurs, il y a la Confédération générale des entreprises qui défend les intérêts des employeurs. Un autre point très important au niveau du salaire, donc toujours dans la répartition primaire, et nous sommes en train d'analyser les salaires. Un autre point, c'est la variation de salaire au Maroc. Donc, une question qui se pose et que vous pouvez poser toujours, c'est pourquoi les salaires sont différents d'une personne à une autre, pourquoi il y a cette grande différence entre les salaires, des inégalités entre la distribution de salaires. Voilà, c'est une question normale à poser dans la mesure où le salaire est différent à une autre, mais cette différence trouve à son origine plusieurs facteurs. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le diplôme. Le diplôme, c'est le facteur le plus important qui entraîne ces différences de salaire. Au fur et à mesure que le diplôme augmente, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et ainsi de suite, le salaire augmente parce que le niveau de compétence s'améliore, le niveau de productivité s'améliore, le niveau de réflexion s'améliore chez la personne, donc automatiquement, le salaire, les tâches aussi deviennent de plus en plus supérieures, donc le salaire augmente. Il y a aussi un autre facteur au Maroc qui engendre la différence de salaire, c'est l'expérience au travail. C'est normal. Une personne d'expérience, ce n'est pas comme une personne qui vient de terminer une année d'expérience ou bien qui n'a aucune expérience, donc le salaire diffère. Il y a il y a le secteur d'activité. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs, secteur textile, habillement, secteur aéronautique, secteur automobile, secteur électronique. Donc, au fur et à mesure que dans le secteur, on utilise des produits de haute technologie, automatiquement, l'activité, bien sûr, il demande une certaine compétence pour exercer l'activité, automatiquement, les salaires augmentent. Il y a aussi un autre facteur au Maroc qui intervient dans la fixation du salaire, c'est la spécialité demandée. Si la spécialité elle est rare sur le marché du travail, automatiquement, les salaires sont élevés. Il y a aussi la taille de l'entreprise qui intervient dans la fixation de salaire. Au fur et à mesure que l'entreprise elle est grande, qui a une renommée au niveau national et international, automatiquement, bien sûr, les salaires, ils sont de plus en plus élevés. Et au Maroc, il y a d'autres facteurs qui peuvent, bien sûr, engendrer ces différences de salaire. Il y a ce qu'on appelle les compétences supplémentaires de la personne. Les compétences supplémentaires, c'est vrai, le diplôme, il est très important, l'expérience, il est aussi importante, mais il y a aussi d'autres facteurs, tels que, par exemple, les compétences complémentaires ou bien supplémentaires, telles que, par exemple, la maîtrise de l'outil informatique
il y a aussi la maîtrise des langues, et ainsi de suite. Donc, ce sont des compétences qui sont devenues actuellement, qui font la différence actuellement. C'est pour cela que les étudiants sont appelés, en plus de leur formation principale, en plus de leurs compétences acquises au niveau de l'université, etc., ils doivent chercher à faire des formations complémentaires, que ce soit dans l'outil informatique, ou bien les langues, ou bien la communication, par exemple, pour développer et avoir des compétences qui peuvent leur privilégier sur le marché de travail. Et bien sûr, se disposer par la suite des salaires très importants. Alors, deuxième type de revenu dans le cadre des revenus primaires, c'est l'intérêt. L'intérêt, tout simplement, c'est un revenu tiré à la suite du prêt de capital financier. Je prête de l'argent à un organisme, ou bien à une banque, ou bien à une société, ou bien moyennant un intérêt pendant une période déterminée, moyennant un intérêt. Donc l'intérêt reçu, c'est un revenu, bien sûr, gagné à la suite de placement de l'argent, ou bien du prêt de l'argent. Par exemple, on peut placer de l'argent dans une banque pendant une période, pendant une durée déterminée, avec un taux d'intérêt. Donc, à la fin de la période considérée, je reçois le capital prêté plus l'intérêt. Donc, c'est un revenu. C'est la même chose lorsque j'achète des obligations ou bien des bons de trésor. Donc, j'achète des obligations, des titres négociables, des titres émis par une société, donc des titres émis par une société. Dans ce cas, à la fin de la période, ou bien à la fin de l'opération considérée, je reçois, bien sûr, des intérêts. Et la même chose lorsque je prête de l'argent à l'État. Dans ce cas, je reçois la même chose, des intérêts. Donc, le niveau de l'intérêt, il dépend de plusieurs éléments. Il y a la durée, il y a le montant du capital prêté, il y a le taux d'intérêt, et il y a l'évolution de l'offre et de la demande de capitaux. Si l'offre de capitaux, elle est très élevée, elle est plus supérieure, dans ce cas, l'offre est supérieure à la demande. Dans ce cas, bien sûr, cela va influencer les intérêts. Donc, lorsqu'il y a rareté de capitaux sur le marché, automatiquement, les intérêts seront élevés. Le troisième type de revenu, bien, de revenu dans le cadre de primaire, c'est le profit. Donc, le profit, c'est tout simplement le bénéfice réalisé par l'entreprise une fois rémunéré l'ensemble des agents ayant contribué à la production. Alors, quels sont les agents qui ont contribué à la production et qu'il faut les rémunérer d'abord pour voir est-ce qu'on va réaliser un bénéfice ou pas? Ben, tout simplement, c'est les salariés. Il faut rémunérer les salariés, payer les fournisseurs qui ont fourni de la matière, marchandises, biens et services à l'entreprise. Il faut payer les intérêts à la banque, etc., etc. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut les payer avant de parler est-ce qu'on a réalisé un bénéfice ou pas. Eh bien, le reste, c'est le bénéfice. Le bénéfice, il englobe aussi les dividendes, bien sûr, gagnés à la suite d'achat d'actions. Il englobe aussi les loyers et les revenus de la terre. Le profit, il a été analysé différemment par les théoriciens. Par exemple, pour les classiques, David Ricardo, Adam Smith, etc. Pour eux, le profit, il rémunère le travail de l'entrepreneur et son apport de capital. Bien sûr, l'entrepreneur, lorsqu'il investit de l'argent dans une entreprise, il doit recevoir une rémunération, c'est le profit. C'est le profit réalisé, bien sûr, à la fin de l'année. Pour les marxistes, le profit est la conséquence de l'exploitation des travailleurs par les capitalistes. Donc c'est parce que les employeurs ils exploitent les salariés, ils leur font travailler plus, ils leur payent moins, alors ils réalisent
du profit. Donc, et ce profit il est appelé plus-value pour les marxistes. Pour les libéraux, le profit rémunère le risque pris par l'entrepreneur. Parce que lorsqu'on crée une entreprise, ou bien on fait un investissement, c'est comme si on supporte un risque. Un risque, est-ce que le projet va réussir ou pas? S'il réussit, ça veut dire qu'on va réaliser des bénéfices, sinon on va réaliser des pertes. Donc c'est un risque. On n'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc en général, pour d'autres théoriciens, le profit représente la rémunération du capital investi dans l'entreprise. Voilà pour ce qui est des revenus primaires. Donc nous avons vu le salaire, l'intérêt, le profit, qui sont des contreparties du travail et ou du capital. Maintenant, on va voir les revenus secondaires. Dans la réalité, les revenus secondaires sont attribués aux acteurs économiques sans contrepartie, équivalente et simultanée. Donc, ils sont attribués aux salariés et aux employeurs pour plusieurs raisons. Pour bien sûr réaliser une certaine égalité sociale, pour permettre à la classe inférieure de se disposer des biens de première nécessité, pour bien sûr réaliser une certaine capacité de la classe inférieure à faire face au coût de la vie. Parce que le coût de la vie, il est en augmentation, et donc il est normal que l'État et les autres organismes sociaux doivent intervenir pour rétablir cet équilibre social qui est nécessaire pour le bien-être de la société et pour aussi le bien-être de l'économie en général. Donc, l'État, il recourt au mécanisme de redistribution de revenus afin de lutter contre trois choses. Trois choses principales, à savoir la pauvreté, la maladie et le chômage. Donc voilà les trois principaux problèmes, d'ailleurs qu'on va les voir dans les prochaines séances, et qui constituent un frein, ou bien des freins au développement du pays. C'est quoi le mécanisme de redistribution? Donc c'est tout simplement, c'est prendre des uns pour donner aux autres. Prendre des uns pour donner aux autres. Donc l'État et les organismes sociaux, ils se trouvent dans une situation d'intermédiation. Prendre des uns, prélever des uns pour donner aux autres. Donc l'État, lorsqu'il prélève des uns, qu'est-ce qu'il prélève? Prélève des impôts pour donner aux autres des aides, des indemnités, des prestations, des allocations, etc., etc. La même chose. Donc, pour les autres organismes d'assurance, ils reçoivent des cotisations et ils donnent des prestations. Donc, nous allons voir ça par la suite. Donc, il y a en général dans le mécanisme de redistribution, il y a les prélèvements et les cotisations, et il y a les prestations sociales. Donc, dans ces prélèvements, il y a les prélèvements obligatoires, bien sûr. Il y a des prélèvements qui sont obligatoires. Par exemple, l'État, lorsqu'il prélève des impôts sur les revenus, c'est un prélèvement obligatoire. Il y a bien sûr les cotisations à la CNSS. Donc, chaque salarié qui travaille dans le privé, il doit verser des cotisations à la CNSS. S'il est inscrit à la CNSS, bien sûr. Chaque fonctionnaire et chaque salarié, ils doivent verser des cotisations à la caisse de retraite. S'il s'agit d'un fonctionnaire, il doit les verser à la caisse de retraite. S'il s'agit d'un salarié, il doit les verser, les cotisations de retraite, il doit les verser à la CNSS aussi. Il y a aussi les cotisations aux assurances maladie. Mais la personne peut, bien sûr, s'inscrire dans une assurance privée.
assurance maladie, assurance assurée, par exemple, ses biens, surtout immobilier, assurance voiture, et ainsi de suite. Donc, ce sont des cotisations qui vont bien sûr lui permettre de se disposer en cas de problème à des prestations. Par exemple, prenons le cas des cotisations à la CNSS. Une personne qui est inscrite à la CNSS, qui verse des cotisations, lorsqu'il a des problèmes de santé, par exemple maladie ou bien invalidité, etc., il reçoit des prestations auprès de cet organisme. Au niveau des prestations, donc les prestations sont en général de deux natures. Il y a les prestations en espèces, il y a les prestations en nature. En espèces, par exemple, indemnité journalière de maladie. Une personne qui tombe malade, qui ne peut plus travailler pendant une période déterminée, il est déjà inscrit, bien immatriculé à la CNSS, il reçoit des indemnités journalières pour les jours non travaillés. Il y a aussi les allocations familiales. Que ce soit dans le privé ou dans le public, chaque personne, il reçoit, qui travaille, qui est en exercice d'activité, il reçoit des allocations familiales. Par exemple, au Maroc, les allocations familiales sont deux. C'est-à-dire, les allocations familiales, c'est des aides versées, bien des indemnités versées aux travailleurs qui ont des enfants à charge. Et au Maroc, la loi précise que pour les 3 premiers enfants, on reçoit 300 dirhams pour chaque enfant. Pour les 3 premiers. Donc 300 pour une personne qui a 3 enfants à charge. 300 fois 3, c'est 900 dirhams. 900 dirhams par mois comme allocation familiale. Pour les 3 suivants, c'est presque 36 dirhams. Pour les 3 suivants. Donc, vous voyez que les allocations familiales sont versées à la limite de 6 enfants. Pour les 3 premiers, c'est 300 dirhams, pour chaque enfant. Pour les 3 suivants, c'est 36 dirhams. Il y a aussi les prestations de retraite. Donc, pour les personnes qui ont atteint l'âge de retraite, ils doivent bien sûr se reposer et reçoivent chaque mois des prestations. Il y a plusieurs types de prestations en espèces. Il y a aussi les prestations en nature. En général, les prestations en nature, ils concernent généralement deux choses. Par exemple, le remboursement de médicaments par la sécurité sociale et par la mutuelle. Donc, une personne qui tombe malade, qui a fait un contrôle chez un médecin, qui a fait des analyses, des radios, qui a acheté des médicaments, etc. Il doit bien sûr présenter un dossier justificatif à la CNSS ou bien à la mutuelle. Il reçoit une partie des frais. C'est comme si l'organisme il lui a payé une partie des médicaments et des frais du contrôle médical. Dans le cadre des prestations en nature, on trouve aussi les subventions de l'État au niveau des produits de première nécessité. Donc l'État, à travers la caisse de compensation, il fait des subventions au niveau de la production des produits de première nécessité. Je vous donne un exemple. Au Maroc, 1 kilo de sucre, ça coûte presque 7 dirhams. Mais dans la réalité, le kilo de sucre ne coûte pas 7 dirhams, c'est plus. Par exemple, 12 dirhams, disons 12 dirhams. C'est comme si l'État supporte 5 dirhams de frais pour chaque kilo de sucre acheté par les Marocains. C'est comme si l'État paye une partie de sucre pour les Marocains. La même chose pour un autre exemple, bouteille de gaz. Au Maroc, ça coûte
presque 42 dirhams. Mais dans la réalité, c'est plus de 100 dirhams. Donc, la différence, elle est supportée par l'État. Donc, l'objectif de l'État à travers ces subventions, c'est de permettre à la classe inférieure ou bien à la classe pauvre à se disposer des produits de première nécessité. Donc, la subvention, il touche essentiellement les produits de première nécessité. Donc, voilà pour le revenu, les revenus secondaires, ou bien les prestations secondaires. Donc, à la fin, on peut dire que le revenu qui sera à la disposition du salarié, c'est le revenu net. C'est le revenu net. Bien sûr, ce revenu qu'on appelle revenu disponible, ce revenu, bien sûr, c'est un revenu qui est gagné par la personne après avoir payé les impôts, versé les cotisations sociales et recevoir en contrepartie des prestations sociales. Donc le revenu disponible, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu primaire, moins les impôts, moins les cotisations sociales, plus les prestations sociales. Donc ce revenu, en général, il est affecté à deux utilisations. En général. Donc soit elle est destinée à la consommation totale, la consommation de biens et services. Dans ce cas, on dit que le revenu, elle est totalement consommé, soit elle est une partie, elle est destinée à la consommation, une partie à l'épargne, c'est-à-dire mettre de côté une partie de ce revenu, et cette partie qui est mise en réserve, c'est ce qu'on appelle une renonciation à la consommation. Dans les deux cas, que ce soit que le revenu il sera destiné à la consommation ou destiné à l'épargne, dans les deux situations, bien sûr, ça sera bénéfique pour la société, pour l'économie, à condition que le revenu épargné soit investi ou bien intégré dans le circuit financier. Donc lorsque la personne achète des biens et services, il va stimuler la production, il va stimuler l'emploi, il va stimuler l'investissement, il va stimuler les impôts pour l'État, et ainsi de suite. Donc c'est bénéfique pour la société et l'économie. Si l'argent épargné est investi dans les circuits financiers ou bien investi dans une activité productive, c'est aussi c'est une bonne chose pour la société et pour l'économie. Voilà pour cette séance. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.